Le 1er mai 1566, les portes de Constantinople s'ouvrent sur l'une des plus grandes armées que l'Empire ottoman ait jamais rassemblées. À sa tête, un homme de 72 ans dont le nom fait trembler l'Europe depuis près d'un demi-siècle, Soliman le Magnifique. Le sultan qui a conquis Belgrade, Rhodes et la Hongrie, celui qui a fait reculer les chrétiens à chaque bataille, entreprend sa 13e campagne militaire. Personne ne le sait encore, mais ce sera aussi sa dernière. Soliman n'est plus le jeune conquérant fougueux qui terrorisait Charles Quint. Son corps, usé par 46 années de règne, le fait souffrir à chaque mouvement. La goutte ronge ses articulations, transformant le moindre déplacement en torture. Ses médecins le maintiennent debout à coups d'élixir et de potions, mais chacun sait que le temps du grand sultan touche à sa fin. Pourtant, lorsqu'il monte sur son cheval ce jour-là, son regard brûle encore d'une détermination féroce. Vienne-Laten, la capitale autrichienne qu'il n'a jamais réussi à prendre, en 1529, sera son ultime trophée. Derrière lui s'étend une armée qui défie l'imagination. Les chroniqueurs parleront de 300 000 hommes, un chiffre probablement exagéré, mais qui témoigne de la puissance déployée. Les historiens modernes s'accordent sur un effectif proche de 100 000 soldats, janissaires d'élite en tunique blanche, sipahis à cheval couverts d'armures scintillantes, artilleurs traînant des canons monumentaux, sapeurs portant leurs outils de siège. La colonne s'étire sur des kilomètres, soulevant des nuages de poussière qui obscurcissent le soleil. Les villages, sur son passage, se vident de leurs habitants, terrifiés par ce déluge de fer et de feu qui remonte vers le nord. Le voyage jusqu'à Belgrade prend 49 jours épuisants. Soliman traverse Edirne, Plovdiv et Sofia, chaque étape l'affaiblissant un peu plus. Le 27 juin, l'armée ottomane atteint enfin Belgrade. C'est là que le sultan reçoit des nouvelles qui vont changer le cours de sa campagne. Un rapport militaire lui annonce qu'un noble croate nommé Nikola Šubić Zrinski vient d'attaquer le camp ottoman de Siklos et d'infliger de lourdes pertes aux forces turques. Le convoi de ravitaillement a été détruit, des centaines de soldats massacrés. Pour Soliman, c'est une insulte personnelle. Ce Zrinski n'est qu'un petit seigneur local, le ban de Croatie qui commande une forteresse perdue au milieu des marais hongrois. Comment ose-t-il défier le maître de l'Empire ottoman? Le sultan modifie immédiatement ses plans. Eger, la ville qu'il comptait assiéger, attendra. Avant de marcher sur Vienne, il faut écraser cette forteresse insignifiante et ce commandant arrogant. Sigurd tombe. Zrinski doit mourir. Ce que Soliman ignore, c'est qu'il vient de commettre l'erreur qui lui coûtera la vie. Nikola Šubić. Zrinski n'est pas un homme ordinaire. Né en 1508, dans une des plus puissantes familles croates, il a grandi dans un monde où la frontière entre la chrétienté et l'islam se joue à la pointe de l'épée. Dès sa jeunesse, il s'est illustré lors du premier siège de Vienne en 1529, combattant aux côtés des défenseurs contre cette même armée ottomane. Pendant des décennies, il a mené une guerre incessante le long de la frontière, harcelant les forces turques, défendant les villages chrétiens, gagnant une réputation de commandant redoutable et de guerrier sans peur. En 1542, l'empereur Ferdinand Ier le nomme Ban de Croatie, le représentant royal chargé de défendre les territoires menacés. Zrinski prend sa mission au sérieux. Il comprend que la vague ottomane ne s'arrêtera pas d'elle-même, qu'il faut bâtir des défenses solides et préparer chaque forteresse à résister au déluge qui finira par venir. Lorsqu'il devient capitaine de Sigedvar, il transforme cette place forte en un bastion imprenable. Sigedvar porte bien son nom, qui signifie « château de l'île » en hongrois. La forteresse est bâtie sur une île artificielle au milieu d'anciens marécages, entourée par les eaux du ruisseau Almas. Zrinski a ordonné la construction de fortifications supplémentaires, créant un système défensif en 3 parties, la vieille ville, la ville neuve et le château intérieur. Chaque section est reliée aux autres par des ponts et des chaussées étroites. Pour atteindre le cœur de la citadelle, un assaillant doit franchir 3 lignes de défense successives, exposées à chaque fois aux tirs des défenseurs. Les murailles sont épaisses, les bastions bien placés, les fossés profonds et inondés. Le printemps 1566 trouve Zrinski à Sigedvar avec sa garnison. Il sait ce qui se prépare. Les espions lui ont rapporté les mouvements de l'armée ottomane, l'ampleur des forces rassemblées. Le 19 avril, 4 mois avant le début du siège, il écrit une lettre à la veuve du comte Tamas Nadasdi. Ses mots sont simples et directs. Il défendra la forteresse. Il écrit également à l'empereur Maximilien II.
promettant de tenir Sigetvar assez longtemps pour que Vienne puisse renforcer ses défenses. Zrinski ne se fait aucune illusion sur ses chances de survie. Face à une armée 100 fois supérieure en nombre, la victoire est impossible. Mais la résistance, elle, a un sens. Chaque jour gagné est un jour de plus pour la chrétienté. Chaque soldat ottoman tué devant Sigetvar est un soldat de moins pour marcher sur Vienne. Sa garnison compte environ 2300 soldats croates et hongrois, auxquels s'ajoutent 2000 civils réfugiés dans la forteresse. Parmi ces hommes figurent des vétérans endurcis et des nobles qui ont choisi de rester à ses côtés, le comte Gaspar Alapitch, les lieutenants Mikluš Kobak, Petar Patačić et Vuk Papratović. Tous savent qu'ils ne sortiront probablement pas vivants de cette bataille, mais aucun ne songe à fuir. La loyauté envers Zrinski et la détermination à défendre leur terre l'emportent sur la peur de la mort. Lorsque les premières unités de l'avant-garde ottomane apparaissent à l'horizon le 1er août 1566, Zrinski monte sur les remparts pour observer l'ennemi. Ce qu'il voit dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Des milliers et des milliers de tentes blanches se dressent dans la plaine environnante. Les étendards aux croissants dorés flottent dans le vent. Les canons, énormes et menaçants, sont traînés vers leur position de tir. L'armée qui l'encercle pourrait conquérir des royaumes entiers, et pourtant elle est là, massée devant sa petite forteresse perdue au milieu des marais. Le siège commence officiellement le 5 août. Le 9 août, Soliman en personne arrive et installe son campement sur la colline de Semlek, d'où il peut observer toute la forteresse. Sa tente impériale somptueuse et immense devient le centre de commandement de l'armée ottomane. Le sultan, trop affaibli pour diriger les opérations sur le terrain, délègue le commandement effectif à son grand vizir Sokollu Mehmed Pacha, un stratège brillant et impitoyable. C'est Sokollu qui orchestrera les assauts, tandis que Soliman recevra les rapports de progression depuis son lit de camp. Le 7 août, les préparatifs sont terminés. Les canons ottomans ouvrent le feu. Le bombardement commence à l'aube et ne s'arrête plus. Les canons ottomans, parmi les plus puissants d'Europe, déversent un déluge de fer sur les murailles de Sigetvar. Les boulets s'écrasent contre les fortifications dans un fracas assourdissant, faisant voler en éclats la pierre et la brique. La terre tremble sous l'impact. Les défenseurs se terrent derrière les remparts, les mains plaquées sur les oreilles, suffocant dans les nuages de poussière et de fumée. À chaque salve, des sections entières de murailles s'effondrent. Les bastions soigneusement construits par Zrinski se lézardent et s'écroulent. Mais dès que le bombardement cesse, les hommes sortent de leurs abris et se mettent au travail pour réparer les brèches, empiler des débris, créer de nouvelles positions défensives avec ce qui reste. Le 6 août, les Ottomans lancent leur premier assaut général. Des milliers de soldats se rudent vers la vieille ville, franchissant les chaussées sous une pluie de flèches et de balles de mousquet. Les janissaires, troupes d'élite de l'armée ottomane, montent à l'assaut avec leurs échelles et leurs grappins. Les défenseurs croates les accueillent avec une violence désespérée. Les arquebuses crachent la mort depuis les meurtrières. Les archers déversent leurs flèches sur la masse compacte des assaillants. L'huile bouillante et les pierres pleuvent sur les têtes des janissaires qui tentent d'escalader les murailles. Le combat fait rage pendant des heures. Les Ottomans sont repoussés une première fois, puis reviennent à la charge. Les échelles s'élèvent contre les remparts. Les janissaires grimpent en hurlant des cris de guerre, mais chaque fois les défenseurs les repoussent. Zrinski est partout, courant d'un bastion à l'autre, encourageant ses hommes, combattant lui-même quand les assaillants parviennent à franchir les murailles. À la fin de la journée, les Ottomans se retirent en laissant des centaines de cadavres devant les fortifications. Mais ils reviendront. Les jours suivants établissent un rythme infernal. Bombardement, assaut, retraite, réparation, puis tout recommence. Les Ottomans ne donnent aucun répit aux défenseurs. Ils attaquent de jour comme de nuit, testant chaque section des fortifications, cherchant le point faible qui leur permettra de percer. Les sapeurs turcs creusent des tunnels sous les murailles, plaçant des charges explosives pour faire s'effondrer des pans entiers de fortifications. Les défenseurs contreminent, creusant leurs propres tunnels pour intercepter les sapeurs ennemis. Dans les profondeurs obscures sous la forteresse se livrent des combats au couteau, dans le noir absolu, où les hommes se massacrent à l'aveuglette. Les semaines passent et la situation devient désespérée. Les défenseurs sont épuisés. Beaucoup sont blessés, obligés de continuer à se battre avec des bandages ensanglantés. Les réserves de nourriture diminuent dangereusement. Les munitions commencent à manquer. Les morts s'accumulent, enterrés à la hâte dans la cour du château. Et toujours, les Ottomans reviennent,
vague après vague, semblant inépuisable. Les habitants de Vienne et les nobles de la cour impériale suivent les nouvelles du siège avec anxiété. L'empereur Maximilien II assemble une armée de secours de 80 000 hommes près de Győr. Mais cette armée ne bouge pas. Maximilien et ses conseillers ont décidé de concentrer leurs forces sur la défense de Vienne, persuadés que c'est là que se jouera la bataille décisive. Ils abandonnent Siegedvar à son sort. Zrinski et ses hommes se battent seuls, sans espoir de renfort, sans espoir de victoire. Pourtant ils tiennent. Jour après jour, ils résistent. Chaque assaut ottoman se brise sur leur détermination. Zrinski refuse toutes les offres de reddition. Les émissaires turcs viennent lui proposer des conditions généreuses. S'il se rend, il gardera ses terres et deviendra vassal du sultan, gouvernant la Croatie au nom de l'Empire ottoman. Sa réponse est toujours la même. Un refus catégorique. Il ne se rendra jamais aux Turcs. Sa forteresse ne tombera que quand le dernier défenseur aura été tué. Dans sa tente sur la colline de Semlek, Soliman suit les rapports avec une frustration croissante. Cette petite forteresse devait tomber en quelques jours. Un mois s'est écoulé et elle résiste encore. Chaque matin, Sokollu Mehmed Pacha vient lui rendre compte des pertes de la nuit précédente. Les chiffres s'accumulent. Des centaines de morts, des milliers de blessés. L'armée ottomane saigne devant les murs de Siegedvar. Le sultan fulmine, exige que ses généraux intensifient les assauts, mais rien n'y fait. Zrinski tient toujours. La santé de Soliman se détériore rapidement. Le voyage depuis Constantinople l'a épuisé. Le stress du siège achève de l'affaiblir. Il dort mal, tousse sans arrêt, peine à se lever de son lit. Ses médecins s'inquiètent ouvertement, mais le sultan refuse d'abandonner. Il veut voir Siegedvar tomber avant de mourir. C'est devenu une obsession. Cette forteresse insignifiante est devenue le symbole de son dernier combat, de sa dernière victoire. Au début du mois de septembre, les Ottomans parviennent enfin à s'emparer de la vieille ville après des combats acharnés. Les défenseurs survivants se replient dans la ville neuve, puis dans le château intérieur. Ils ne sont plus que quelques centaines d'hommes valides, couverts de blessures, épuisés, affamés, mais toujours déterminés à se battre jusqu'au bout. Le 6 septembre, dans la nuit, Soliman le Magnifique meurt dans sa tente. Le sultan qui a régné pendant 46 ans sur l'un des plus grands empires du monde, qui a conquis Belgrade, Rhodes et la Hongrie, qui a fait trembler l'Europe, s'éteint sans gloire dans un lit de camp. Vaincu non par un ennemi, mais par la maladie et la vieillesse. Son dernier regard est probablement pour Siegedvar, la forteresse qu'il n'aura jamais vue tomber de son vivant. La mort du sultan plonge Sokollu Mehmed Pacha dans une situation impossible. L'armée ottomane est en pleine bataille, le siège touche à sa fin, la victoire est à portée de main. Mais l'Empire ottoman fonctionne selon des règles strictes. Seul un sultan peut commander l'armée. Seul un sultan peut prendre les décisions militaires. Sans sultan, l'armée n'a plus de légitimité. Pire encore, l'absence de sultan ouvre la porte aux luttes de pouvoir, aux conspirations, aux révoltes. Si la nouvelle de la mort de Soliman se répand dans le camp, c'est tout l'édifice impérial qui risque de s'effondrer. Sokollu prend une décision audacieuse et terrible. Il garde le secret absolu sur la mort du sultan. Seule une poignée de ses plus proches conseillers est mise au courant. Les gardes qui protègent la tente impériale reçoivent l'ordre de ne laisser entrer personne et de continuer à monter la garde comme si de rien n'était. Les médecins continuent leur visite quotidienne, entrant dans la tente avec leurs instruments et leurs remèdes, ressortant avec des mines graves pour maintenir l'illusion que le sultan est gravement malade mais toujours vivant. Des décrets impériaux continuent d'être publiés au nom de Soliman, rédigés par des secrétaires qui imitent son style et apposent son sceau. Mais le corps pose un problème pratique. En plein été, dans la chaleur étouffante de la Hongrie, un cadavre se décompose rapidement. Sokollu ordonne donc que le corps du sultan soit préparé pour une longue conservation. Selon certains chroniqueurs, le grand vizir fait ouvrir le ventre de Soliman et retirer ses organes internes. Le cœur, le foie, les poumons sont placés dans un bassin en or et enterrés sous la tente impériale. Le corps est lavé, enveloppé dans des bandes de tissu imbibées de cire et de résine, oints de parfums puissants. Ces préparations permettront au cadavre de survivre au long voyage jusqu'à Constantinople sans tomber en pourriture complète. Pendant ce temps, un messager galope vers le sud à bride abattue. Il porte l'ordre de prévenir Selim, le fils de Soliman, qu'il doit rejoindre l'armée au plus vite pour prendre le commandement et assurer la succession. Mais Selim est loin, à plusieurs semaines de voyage.
En attendant son arrivée, Sokollu doit maintenir la fiction que Soliman est vivant et continuer le siège comme si de rien n'était. Le 7 septembre au matin, l'artillerie ottomane déchaîne un déluge de feu sur le château intérieur. Les canons tirent sans interruption, pilonnant les murailles déjà ruinées. Puis les artilleurs changent de munitions. Au lieu de boulets pleins, ils chargent leurs pièces avec du feu grégeois, ce terrible mélange incendiaire qui brûle même sur l'eau. Les projectiles enflammés s'abattent sur les bâtiments de la forteresse. Le bois sec prend feu immédiatement. En quelques minutes, le château devient un brasier. Les flammes s'élèvent dans le ciel, la fumée noire obscurcit le soleil. Les défenseurs tentent d'éteindre l'incendie, mais c'est peine perdue. Le feu se propage partout, consumant les dernières réserves, les derniers abris. Dans les ruines fumantes, Zrinski rassemble les survivants. Ils ne sont plus que 600 hommes environ, sur les 2300 qui ont commencé le siège. Un mois de combat incessant les a réduits à cette poignée de guerriers couverts de suie et de sang. Beaucoup sont blessés, tous sont épuisés, mais leurs yeux brûlent encore d'une détermination farouche. Zrinski leur parle. Ses mots exacts ont été perdus, mais les chroniqueurs rapportent l'essentiel de son message. Sortons de cet endroit en flammes et allons affronter nos ennemis en terrain découvert. Ce n'est pas une tentative de percer pour s'échapper. Ce n'est pas une retraite stratégique. C'est une charge suicide. L'ultime acte de défi d'hommes qui refusent de mourir comme des rats piégés dans une forteresse en feu. Zrinski a fait placer des charges explosives dans les caves du château. Quand les Ottomans entreront pour piller la forteresse, ils trouveront un dernier piège mortel. Les défenseurs survivants enfilent leurs armures pour la dernière fois. Certains prient à genoux avant la bataille, d'autres aiguisent leurs épées en silence. Zrinski revêt son armure de parade, celle qu'il portait lors des cérémonies à la cour impériale. Si c'est son dernier jour, il mourra en noble, pas en fugitif. Il sangle son épée à son côté, prend sa bannière aux couleurs croates et marche vers les portes du château. Le 7 septembre 1566, en début d'après-midi, les lourdes portes du château intérieur de Sigedvar s'ouvrent brusquement. Les Ottomans, qui se préparent à donner l'assaut final contre une forteresse en ruine, voient avec stupéfaction les défenseurs survivants sortir en formation de combat. À leur tête, Nicolas Choubitz-Zrinski brandit son épée et sa bannière. Derrière lui, 600 hommes en armure, couverts de suie et de sang, avancent d'un pas déterminé vers l'armée qui les encercle. Un instant de silence incrédule fige les deux camps. Les Ottomans n'en croient pas leurs yeux. Ces hommes devraient se rendre, supplier pour avoir la vie sauve. Au lieu de cela, ils chargent. Zrinski pousse un cri de guerre qui galvanise ses soldats. Les 600 défenseurs se lancent dans une course folle vers les lignes ottomanes, leurs armes brandies, leurs voix hurlant des défis. La surprise joue en leur faveur pendant les premières secondes. Les janissaires les plus proches, décontenancés par cette charge suicidaire, reculent. Les défenseurs croates s'engouffrent dans cette brèche, frappant de toute leur force. Zrinski combat comme un démon, sa lame tournoyant dans un balai mortel. Autour de lui, ses hommes se battent avec la fureur du désespoir. Ils savent qu'ils vont mourir, alors ils vendent chèrement leur vie, emportant avec eux le plus d'ennemis possible. Mais l'effet de surprise ne dure pas. Les Ottomans se ressaisissent rapidement. Ils sont des dizaines de milliers contre 600. Les archers tendent leurs arcs, les arquebusiers épaulent leurs armes. Une volée de projectiles s'abat sur les défenseurs. Des dizaines d'hommes s'effondrent, percés de flèches et de balles. Les janissaires reforment leurs lignes et contre-attaquent, encerclant les Croates de toutes parts. Zrinski se bat comme jamais, taillant dans les rangs ennemis, refusant de tomber. Une flèche le frappe à l'épaule, mais il l'arrache et continue. Une balle de mousquet lui traverse la cuisse. Il vacille, mais reste debout. Autour de lui, ses compagnons tombent un par un, submergés par le nombre. Le comte Gaspard Alapitch meurt l'épée à la main, enterré sous les corps de ses ennemis. Les lieutenants Miklouche Kobak et Petar Patačić périssent côte à côte, défendant leur commandant jusqu'au dernier souffle. Finalement, une volée de projectiles atteint Zrinski simultanément. Des flèches et des balles le frappent à la poitrine, au cou, au visage. Le banc de Croatie, le lion de Sigedvar, s'effondre dans la poussière. Ces derniers mots, selon la légende, sont une prière pour la Croatie et la chrétienté. En quelques minutes, la bataille est terminée. Les 600 défenseurs ont été massacrés jusqu'au dernier. Pas un seul n'a demandé grâce. Pas un seul n'a tenté de fuir. Les Ottomans contemplent le champ de bataille avec un mélange de stupeur et de respect. Ces hommes auraient pu se rendre et avoir la vie sauve. Au lieu de cela,
Ils ont choisi de mourir en combattant, infligeant des pertes terribles à leurs ennemis dans leur dernier souffle. Les chroniqueurs ottomans rapportent que plusieurs centaines de janissaires ont été tués ou blessés lors de cette charge finale. Sokollu Mehmed Pacha, impressionné par tant de bravoure, ordonne que quelques prisonniers faits pendant le siège soient épargnés en hommage au courage des défenseurs. Le corps de Zrinski est retrouvé parmi les morts. Les soldats turcs lui coupent la tête, qu'ils apportent comme trophée au grand vizir. Selon la tradition, Sokollu aurait contemplé longuement le visage mort du Ban croate avant de dire « Cet homme aurait dû commander des armées ». Le corps décapité est récupéré plus tard par Boldizar Batiani, le gendre de Zrinski. En septembre 1566, il sera enterré au monastère paulin de Sveta Jelena, près de Čenkovec, en Croatie, avec tous les honneurs dus à un héros national. Les janissaires se précipitent dans la forteresse en flammes pour piller ce qui reste. Ils se ruent dans le château intérieur, arrachant tout ce qui a de la valeur. Mais Zrinski a préparé un dernier piège. Les charges explosives qu'il a fait placer dans les caves détonnent soudain dans un grondement apocalyptique. Des pans entiers du château s'effondrent, ensevelissant les pillards sous des tonnes de gravats. Les chroniqueurs parlent de 3000 Ottomans tués dans l'explosion. Un chiffre peut-être exagéré mais qui témoigne de l'ampleur du désastre. Même dans la mort, Zrinski continue de faire payer aux Turcs leur victoire. Au total, le siège de Szigetvar aura coûté plus de 20 000 morts à l'armée ottomane sur les 100 000 qui l'ont commencé. Un cinquième de l'armée du sultan a péri dans les marais hongrois pour conquérir une petite forteresse qui ne valait rien stratégiquement. Les blessés se comptent par dizaines de milliers. L'armée victorieuse est exsangue, épuisée, démoralisée. Le lendemain de la chute de Szigetvar, Sokollu Mehmed Pacha fait annoncer officiellement la mort de Soliman. Le secret a été maintenu pendant 48 heures, le temps nécessaire pour terminer le siège. La nouvelle frappe l'armée comme un coup de tonnerre. Les soldats qui ont combattu pendant 1 mois pensaient servir leur sultan vivant. Ils découvrent qu'ils se sont battus pour un cadavre. Certains pleurent, d'autres enragent d'avoir été trompés. Mais tous comprennent pourquoi le secret était nécessaire. Une cérémonie funéraire est organisée à Belgrade, sur le chemin du retour. Des milliers de soldats défilent devant la dépouille embaumée de leur sultan, récitant des prières et pleurant la fin d'une époque. Soliman a régné pendant 46 ans, plus longtemps qu'aucun autre sultan ottoman. Il a porté l'empire à son apogée, conquis des territoires immenses, fait trembler l'Europe entière. Et il est mort devant une petite forteresse hongroise, tué non par un ennemi glorieux, mais par la maladie et l'épuisement. Le corps continue son voyage vers Constantinople, où il sera finalement enterré dans un mausolée magnifique à côté de la mosquée Süleymaniyye, le monument qu'il avait fait construire à sa propre gloire. Mais son cœur et ses organes restent en Hongrie, enterrés à l'endroit où il est mort. Les sultans suivants feront construire un mausolée sur ce site, marquant à jamais la terre hongroise du sceau ottoman. L'armée ottomane ne continue pas vers Vienne. Sans sultan légitime à sa tête, affaiblie par les pertes subies à Szigetvar, elle se replie vers le sud. Selim II, le fils de Soliman, prend officiellement le pouvoir, mais il n'a ni l'autorité ni l'énergie de son père. La campagne de 1566 se termine sur un échec stratégique total. Szigetvar est tombé, mais au prix d'1 mois de siège et de 20 000 morts. Vienne reste hors d'atteinte. L'expansion ottomane en Europe centrale s'arrête net. Les Habsbourg, qui suivaient les événements avec anxiété depuis Vienne, réalisent progressivement l'ampleur de leur chance. Si Zrinski n'avait pas résisté aussi longtemps, si Soliman était resté en bonne santé, l'armée ottomane aurait pu marcher sur Vienne en août, avec suffisamment de temps avant l'hiver pour mener un long siège. Au lieu de cela, le siège de Szigetvar a consumé 1 mois précieux et épuisé l'armée du sultan. La résistance désespérée de 2300 Croates et Hongrois a sauvé la capitale autrichienne et, par extension, l'Europe centrale. L'histoire du siège de Szigetvar se répand rapidement dans toute l'Europe. Les chroniqueurs publient des récits détaillés de la bataille, embellissant parfois les faits, mais respectant l'essentiel de la vérité. Nicolas Chouby-Zrinski devient instantanément un héros national en Croatie et en Hongrie. Son nom est prononcé avec vénération, son sacrifice comparé à celui des Spartiates aux Thermopyles. Le cardinal de Richelieu lui-même, un siècle plus tard, qualifiera Szigetvar de bataille qui a sauvé la civilisation. En Croatie, le poète Branej Karnarotić compose en 1573 le premier poème épique croate, Vazeće Sigeta grada.
la conquête de la ville de Sziget, qui immortalise la bravoure des défenseurs. L'œuvre devient immédiatement populaire, récitée dans les villages et les cours nobles. En 1647, l'arrière-petit-fils de Zrinski, Miklos Zrinyi, écrit Szigeti Veszedelem, le péril de Sziget, un poème épique en 15 chants qui devient l'une des œuvres majeures de la littérature hongroise. En 1876, le compositeur croate Ivan Zajc crée l'opéra Nikola Šubić Zrinski, dont l'aria patriotique Uboj, Uboj, au combat, devient un hymne national officieux. Les peintres s'emparent également du sujet. Johann Peter Kraft réalise en 1825 un tableau monumental représentant la charge finale de Zrinski, où le ban croate brandit son épée au milieu du carnage, entouré de ses derniers compagnons. Le peintre tchèque Alphonse Mucha inclut le sacrifice de Szigetvár dans son cycle L'épopée slave, montrant l'épouse de Zrinski mettant le feu aux murailles pour tuer les envahisseurs. Ces œuvres transforment la bataille en symbole universel de résistance face à l'oppression. Sur le site même de la bataille, les Hongrois et les Turcs ont fini par construire un parc commémoratif. En 1994, le gouvernement turc finance la création du parc de l'amitié hongro-turque, dominé par un immense buste de Soliman le Magnifique sculpté par Metin Yurdanur. Les Hongrois et les Croates, indignés de voir leur ennemi historique ainsi glorifié sans mention de leur propre héros, protestent vigoureusement. Le gouvernement hongrois commande alors un second buste de Zrinski de taille équivalente, placé face à celui de Soliman. Les deux adversaires se font désormais face pour l'éternité, figés dans leur combat légendaire. Des archéologues hongrois recherchent pendant des années le lieu exact où Soliman est mort. En 2016, ils annoncent avoir découvert un complexe funéraire ottoman près de Szigetvár, comprenant un sanctuaire, des casernes et un monastère. Le style architectural correspond à celui du mausolée de Soliman à Istanbul. Les chercheurs sont convaincus d'avoir retrouvé l'endroit où le cœur du sultan a été enterré, marquant à jamais la terre hongroise du souvenir de cette bataille titanesque. Chaque année, des commémorations se tiennent à Szigetvár. Des Croates et des Hongrois en costume d'époque reconstituent la charge finale de Zrinski. Des descendants des défenseurs viennent se recueillir devant le château reconstruit. Le nom de Szigetvár résonne encore comme un cri de guerre et un symbole de résistance héroïque. Que nous enseigne cette bataille vieille de plus de 4 siècles? D'abord, que la détermination et le courage peuvent tenir tête à une force écrasante. Les 2300 défenseurs de Zrinski n'auraient jamais dû résister plus de quelques jours face à une armée de 100 000 hommes. Pourtant, ils ont tenu pendant 1 mois, infligeant des pertes terribles à leurs assaillants. Leur résistance a brisé l'élan de la plus grande armée que l'Empire ottoman ait jamais mise en campagne. Ensuite, que les hommes qui se battent pour défendre leurs terres possèdent un avantage moral immense sur les conquérants. Les Ottomans avaient tout pour eux, le nombre, l'artillerie, les ressources, l'expérience. Mais ils se battaient pour la gloire et le butin, tandis que les défenseurs combattaient pour leur survie et celle de leur civilisation. Cette différence de motivation explique pourquoi une poignée de Croates a pu infliger tant de pertes à une armée impériale. Enfin, Szigetvár nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement écrite par les grandes puissances et les vastes armées. Parfois, ce sont les petits groupes d'hommes déterminés qui changent le cours des événements. Sans le sacrifice de Zrinski et de ses hommes, Vienne serait peut-être tombée en 1566. L'Europe centrale aurait pu devenir ottomane, modifiant radicalement l'histoire du continent. Tout cela a été évité parce que 2300 hommes ont refusé de se rendre. La bataille de Szigetvár montre également les limites de la puissance militaire. Soliman le Magnifique commandait la plus grande armée de son temps, disposait des meilleurs généraux, de l'artillerie la plus moderne. Et pourtant, il est mort devant une forteresse mineure, incapable de briser la volonté de ses défenseurs. Sa mort pendant le siège symbolise l'échec de sa stratégie. Il avait sous-estimé la détermination de ses adversaires et surestimé la capacité de sa propre armée à écraser rapidement toute résistance. Pour les Ottomans, Szigetvár marque le début du déclin. Après 1566, l'Empire n'avancera plus en Europe centrale. Les tentatives pour conquérir Vienne échoueront toutes. En 1683, lors du second siège de Vienne, l'armée ottomane sera écrasée et forcée de battre en retraite.
Les territoires conquis en Hongrie seront progressivement reconquis par les Habsbourg. La vague qui semblait irrésistible s'est brisée sur les murailles de Szigetvar. Pour les Croates et les Hongrois, la bataille devient le symbole de leur résistance nationale. Pendant des siècles, alors qu'ils vivront sous domination étrangère, ils se souviendront de Zrinski et de ses hommes. Ils se diront que si 2300 guerriers ont pu tenir tête à un empire, alors rien n'est impossible. Cette mémoire soutiendra leur lutte pour l'indépendance, nourrira leur fierté nationale, leur rappellera qu'ils descendent de héros. Le siège de Szigetvar a également des conséquences politiques durables. La mort de Soliman pendant la campagne crée une crise de succession qui affaiblit l'Empire ottoman. Sélim II, son successeur, est un sultan faible et incompétent, plus intéressé par les plaisirs du harem que par la gestion de l'Empire. Son règne marque le début d'une période de déclin administratif et militaire. Le fils de Zrinski, Gheorghi Zrinyi, devient à son tour un commandant militaire redoutable. Il est nommé capitaine de Kanissa en 1573 et capitaine général de Transdanubie. Les Ottomans savent qu'il est le fils de leur plus grand ennemi et ils le traitent avec une prudence inhabituelle. En 1575-1576, les tensions entre Gheorghi Zrinyi et le bey ottoman de Szigetvar deviennent si intenses que Constantinople ordonne le rappel du bey pour éviter un conflit ouvert. Les Ottomans construisent même un mausolée élaboré sur le lieu de mort de Soliman, en partie pour envoyer un message politique. Szigetvar est sacré pour l'Empire ottoman et doit le rester à jamais. Les Habsbourg comprennent la valeur stratégique des forteresses hongroises et croates. Ils investissent massivement dans la fortification de la frontière, créant un système défensif en profondeur qui arrêtera toutes les futures offensives ottomanes. Les commandants locaux reçoivent plus d'autonomie et de ressources. La leçon de Szigetvar est claire. Une forteresse bien défendue, commandée par un chef compétent et déterminé, peut tenir en échec une armée 10 fois supérieure. La bataille influence également les relations diplomatiques en Europe. Les puissances catholiques, souvent divisées par leurs querelles internes, réalisent qu'elles doivent s'unir face à la menace ottomane. Les papes appellent à des croisades, les rois financent des ligues défensives. Szigetvar devient un argument dans ces négociations. Si une petite forteresse croate a pu résister à Soliman, que pourrait accomplir une Europe unie? Au-delà de la stratégie et de la politique, Szigetvar reste avant tout une histoire humaine. C'est l'histoire d'hommes qui ont choisi de mourir plutôt que de se soumettre. Zrinski savait dès le début qu'il ne survivrait pas. Il aurait pu fuir, abandonner la forteresse, sauver sa vie. Personne ne l'aurait blâmé face à des forces aussi écrasantes. Mais il a choisi de rester et de se battre, par sens du devoir, par loyauté envers l'empereur qui lui avait confié cette mission, par amour pour sa terre et son peuple. Ces hommes ont fait le même choix. Ils pouvaient déserter, se cacher parmi les civils, tenter de s'échapper par les marais. Au lieu de cela, ils sont restés aux côtés de leur commandant, partageant ses dangers et son destin. Quand Zrinski leur a ordonné de sortir pour la charge finale, aucun n'a hésité. Ils savaient qu'ils mourraient, mais ils ont suivi leur chef jusqu'au bout. Cette loyauté et ce courage ne sont pas uniquement des vertus militaires. Ils témoignent d'un lien profond entre les hommes, d'un sens de la communauté et de l'honneur qui transcende l'instinct de survie. Dans un monde où les trahisons et les calculs d'intérêt sont monnaie courante, Szigetvar offre un exemple rare de fidélité absolue. Du côté ottoman, le siège révèle aussi des qualités humaines remarquables. Sokollu Mehmed Pacha fait preuve d'un sang-froid extraordinaire en gardant secrète la mort du sultan pendant 48 heures cruciales. Sa décision sauve probablement l'Empire ottoman d'une crise qui aurait pu le faire imploser. Les janissaires qui attaquent encore et encore, malgré les pertes effroyables, montrent un courage et une discipline impressionnants. Le respect qu'ils manifestent envers les défenseurs après la bataille témoigne d'une certaine noblesse d'âme. Les civils de Szigetvar méritent également d'être mentionnés. Les 2000 habitants qui se sont réfugiés dans la forteresse ont vécu un mois d'enfer. Les bombardements constants, la faim, la soif, la peur omniprésente. Beaucoup sont morts sous les boulets ou dans les incendies. Les survivants ont assisté au massacre final, sachant que leur sort serait probablement l'esclavage. Pourtant, on ne rapporte aucune révolte contre Zrinski, aucune tentative de le forcer à se rendre. Les civils ont accepté leur destin avec un stoïcisme admirable. Szigetvar représente également un tournant dans l'évolution de la guerre à l'époque moderne.
C'est l'une des premières batailles où l'artillerie joue un rôle absolument décisif. Les canons ottomans démolissent méthodiquement les fortifications médiévales de la forteresse, prouvant que les vieux châteaux de pierre ne suffisent plus face à la puissance de feu moderne. Les architectes militaires en tireront les leçons, concevant de nouvelles fortifications en étoile, avec des bastions angulaires capables de résister aux bombardements. Le siège montre aussi l'importance de la logistique. Une armée de 100 000 hommes consomme des quantités astronomiques de nourriture, d'eau, de munitions, de fourrage pour les chevaux. Les Ottomans ont dû organiser un train de ravitaillement immense pour maintenir leur armée en état de combattre pendant 1 mois. L'attaque de Zrinski contre le convoi de Siklos a probablement affecté gravement leur capacité à poursuivre la campagne après Szigetvar. La bataille illustre également le rôle croissant des armes à feu. Les mousquets et arquebuses causent des ravages terribles parmi les assaillants. La charge finale de Zrinski est arrêtée par les tirs groupés des janissaires, démontrant l'efficacité de la discipline de feu. Les chevaliers en armure, qui dominaient les champs de bataille médiévaux, deviennent vulnérables face aux balles de plomb. Enfin, Szigetvar démontre l'importance de la guerre psychologique. Les Ottomans pensaient terroriser les défenseurs par la masse de leur armée et la violence de leurs assauts. Ils ont sous-estimé la détermination de leurs adversaires. La volonté de Zrinski de mourir plutôt que de se rendre a galvanisé ses hommes et prolongé la résistance bien au-delà de ce qui semblait raisonnablement possible. De même, le secret maintenu sur la mort de Soliman a permis aux Ottomans de terminer le siège sans effondrement moral. La guerre ne se gagne pas seulement avec des armes, mais aussi avec la volonté et la détermination. La victoire ottomane à Szigetvar est si coûteuse qu'elle équivaut presque à une défaite. Sur les 100 000 hommes qui ont commencé la campagne, 20 000 sont morts et des dizaines de milliers d'autres sont blessés ou malades. L'armée qui repart vers le sud est une ombre de celle qui est arrivée en août. Les janissaires, troupes d'élite de l'Empire, ont été décimés. Les Sipahis ont perdu des milliers de chevaux. L'artillerie a consommé des quantités astronomiques de poudre et de munitions. Le sultan lui-même est mort pendant le siège, victime de l'épuisement et du stress. Sa mort marque la fin d'une époque de gloire pour l'Empire ottoman. Plus jamais les sultans ne mèneront personnellement leurs armées à la conquête. Plus jamais l'Empire n'avancera aussi profondément en Europe centrale. Szigetvar est le point culminant de l'expansion ottomane et aussi le début de son reflux. Pour les Croates et les Hongrois, le prix est également terrible. Zrinski et ses 2300 hommes sont tous morts. Des familles entières ont perdu leurs fils, leurs frères, leurs pères. Szigetvar elle-même est détruite, réduite à un amas de ruines fumantes. Les Ottomans occuperont la région pendant plus d'1 siècle, imposant leur domination aux populations locales. Mais cette mort n'a pas été vaine. La résistance de Zrinski a sauvé Vienne et par extension l'Europe centrale. Elle a prouvé que les Ottomans n'étaient pas invincibles, que leur machine de guerre pouvait être arrêtée par des hommes déterminés. Cette leçon inspirera des générations de résistants, nourrira l'espoir des peuples opprimés, rappellera à tous que la bravoure et le sacrifice ne sont jamais inutiles. La gloire posthume de Zrinski compense-t-elle sa mort tragique? Ses descendants, qui porteront son nom avec fierté pendant des siècles, le pensent certainement. Les poètes et les artistes qui immortaliseront son sacrifice également. Mais Zrinski lui-même, mourant dans la poussière avec ses derniers compagnons, a-t-il trouvé du réconfort dans la certitude que son nom survivrait? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est qu'il a fait son devoir jusqu'au bout, refusant de se soumettre même face à une mort certaine. Le 8 septembre 1566, quand les derniers combattants croates tombent sous les coups des Ottomans, un chapitre de l'histoire européenne se referme. Soliman le Magnifique est mort. Nicolas Shubit Zrinski est mort. Plus de 20 000 soldats turcs sont morts. Des milliers d'autres périront de leurs blessures dans les semaines suivantes. Une forteresse insignifiante a englouti une armée impériale. Les chroniqueurs de l'époque ont raison de qualifier Szigetvar de bataille qui a sauvé la civilisation. Si Zrinski avait capitulé au bout de quelques jours, l'armée ottomane aurait marché sur Vienne avec suffisamment de temps pour mener un long siège. La capitale autrichienne, mal préparée et divisée, aurait probablement succombé. De là, les Ottomans auraient pu pousser vers le cœur de l'Europe, menaçant l'Allemagne, l'Italie, la Pologne. Au lieu de cela, la résistance acharnée des défenseurs a consumé 1 mois précieux et brisé l'armée du sultan. Vienne a survécu, l'Europe centrale est restée chrétienne.
l'équilibre des forces sur le continent a été préservé. Tout cela parce que 2300 hommes ont refusé de se rendre. Siegedvar nous enseigne que dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, la bravoure individuelle peut encore changer le destin des nations. Que face à une force écrasante, la détermination et le sacrifice peuvent remporter des victoires impossibles. Que les héros ne sont pas seulement ceux qui gagnent leur bataille, mais aussi ceux qui se battent jusqu'au bout pour des causes perdues. Aujourd'hui, quand on visite les ruines reconstruites de Siegedvar, on peut encore sentir l'écho de cette bataille titanesque. Les murs portent la mémoire des hommes qui sont morts en les défendant. Le vent qui souffle sur les remparts murmure les noms de Zrinski et de ses compagnons. Et dans le parc commémoratif, les bustes de Soliman et de Zrinski se font toujours face, figés pour l'éternité dans leur duel légendaire. Le siège de Siegedvar n'est pas seulement une bataille historique. C'est un symbole, une légende, un rappel que la bravoure et l'honneur comptent encore dans un monde cynique. Que parfois, mourir pour une cause juste a plus de valeur que survivre dans la honte. Que 2300 hommes déterminés peuvent tenir tête à 100 000 et forcer le respect même de leurs ennemis. Zrinski et ses hommes sont morts il y a près de 5 siècles, mais leur sacrifice résonne encore aujourd'hui. Leur histoire inspire ceux qui résistent à l'oppression, encourage ceux qui défendent leur liberté, rappelle à tous que les petits peuples peuvent vaincre les grands empires quand ils refusent de se soumettre. Siegedvar est la preuve vivante que la détermination humaine peut triompher de la force brute, que le courage peut défier les probabilités, que l'héroïsme n'est jamais vain. Le cardinal de Richelieu avait raison. Siegedvar a sauvé la civilisation, pas par la force des armes, mais par la force de l'esprit. Pas par la victoire militaire, mais par le refus de la défaite. Pas par la survie, mais par le sacrifice. C'est cette leçon que nous devons retenir de cette bataille extraordinaire, que parfois, perdre en se battant jusqu'au bout vaut mieux que gagner en se soumettant.